incroyable, c'est énorme. C'est comme un dictionnaire des luthiers. Ok, s'il y a une chose que je voulais voir à Mirecourt, c'était ça. C'est une presse pour faire des violons moulés, quoi. Ça, c'est pour un contrebasse. Je sais pas si ça vient de la Berthe ou Jérôme Villarmy. J'ai demandé à quelques personnes, personne ne peut me dire. Voilà, il n'y a pas de plaque. Et j'imagine, ici on met du bois, on fait le feu. Tout ce truc en fonte, ça chauffe. Là, il y a une cheminée. On met 2 morceaux de bois droit et fin, un de chaque côté. On presse. On attend un peu et je sais pas s'il faut attendre que ça refroidisse ou pas. En tout cas, il le pressait là-dedans. Et une fois que c'était figé dans la forme, il jointoyait les 2 morceaux ensemble et ça gagnait tout le temps de sculpter l'instrument. Et pour un contrebasse, c'est énormément de temps gagné, quoi. Et c'est ça les instruments de Mirecourt, les instruments moulés qu'on voit partout. Okay, cette image est intéressante parce que je vois ce qui s'appelle une moule extérieure. Le mien, ma couronne, je l'ai construit sur une forme, la forme de l'intérieur du violon. On colle les tasseaux et après on plie autour. Et ce monsieur, il est en train de plier à l'intérieur d'une moule et plaquer vers l'extérieur. Et c'est une méthode qui est plus associée avec la manufacture des instruments en grande quantité, parce que ça garantit la forme des coins. Ou le moule intérieur, on a plus d'asymétrie, mais probablement des meilleurs joints. Mais ça fait rien, il y a sûrement des luthiers modernes qui utilisent cette méthode aussi. Voilà. Tant qu'étranger qui n'est pas de Mirecourt, moi je viens à Mirecourt, qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir les violons de fabrique. Moi j'ai envie de voir Jérôme Villarmy, la Berthe et toutes les violons que j'en ai vus par centaines et centaines depuis des années, quoi. Et j'arrive ici, il y a un joli musée rempli avec des mougenoux et tu vois, des violons chics, mais ils ont oublié 99% de la population. Et moi ce que j'ai envie de voir, c'est ça, j'ai envie de voir les fabriques des instruments qui sont un petit peu moins chics, mais qui sont super présents. Alors, là, on va aller rencontrer Mamie, qui va nous montrer ce bâtiment-là. Vous avez le rail comme ça qui existe toujours. On ne le voit plus parce qu'il y a de l'herbe. Donc le wagonnet, on allait chercher les pièces qui étaient déjà coupées en longueur pour les recouper ici. La lame, elle fait 7,34 m. Okay. La lame de scie. Ah, on a enlevé le volant. Parce que quand l'eau elle monte, pour que ça ne soit pas un peu comme ça, personne. Il est là le gros volant de la scie. Oui, oui. On positionnait la grume, et puis pour débiter le bois de lutherie, il faut le couper en 4 comme du fromage. Comme un fromage. Quartier, ouais. Sur quartier. Ouais. Donc on les mettait là, ouais. Et bien sûr, on partait par là-bas. Et une fois qu'elles étaient débitées, puisque la lame était juste là, ouais. On les récupérait de l'autre côté. On arrêtait là. Quelle longueur il faisait les bouts de grume? Eh bien, ça dépend. Pour une contrebasse 4 quarts, il faut que ça soit assez haut. Ouais. Et en plus, il faut penser au séchage. Donc, le bois rétrécit. Ouais. Donc, c'était assez grand. Ouais. Et puis, bon, c'était des gros diamètres pour faire une contrebasse. Mais du coup, en longueur, c'était genre 2 mètres maxi, quoi. Oui, on les coupait en tronçons. Alors, et soit de fond, soit suivant le bois, hein, si c'était de l'épicéa ou si c'était de sycomore rondé. Donc il débitait ses quartiers, on les reprenait, on les posait là-bas. Et après, une fois qu'il avait fini son débit, il les reprenait pour refaire ses parts de bris, comme il disait, donc pour faire une contrebasse, donc 2 parties. Des parts de bris? Oui. Ok. Pour faire les... Ah, ça fait comme une part de fromage qui est coupée, ça fait épais d'un côté, puis plus moi, j'ai dit des parts de gâteau. Ah bah voilà, lui, il aimait bien le fromage. C'est ça. Donc, il faisait, et c'était appairé pour que les ondes au milieu, au joint, se rejoignent. Et toi, tu bossais ici aussi? Oui, ouais. Et on écorçait. On mettait dans l'étau là-bas et on écorçait le bois. Ok. Et puis après, je lui dis, ça serait peut-être plus judicieux. Je lui dis à mon mari, je lui dis, écoute, si je passais un petit coup de scie,
sur le dos. Ça enlevait juste l'écorce. C'était très bien. Ouais. Ça allait plus vite. Ça, c'est pour faire des manches. Oui, il y a pour les manches, des éclisses, il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais, d'accord. Alors voilà, comment j'entends du bois là, mais comment on faisait avec le bois? Pour le sécher comme ça? Oui. Ok. Et puis après, quand il était sec, on le descendait. C'est solide le sol? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a juste en bas là-bas que c'est... Alors voilà, et après on le reprenait, on le recoupait au milieu, Oui. mais on laissait toujours une partie pas coupée à un bout. Oui. Et entre, je mettais une plaquette de bois pour donner de l'air dans le milieu. Oui, c'est ça. Vous laissez les paires ensemble oui. et clac. Et puis en même temps, je mettais de façon à ce que l'air passe au milieu. Oui. Et vous les pendez comme ça pour qu'il n'y ait pas de champignons qui arrivent? Et puis le bois, quand il est mouillé, il faut qu'il s'égoutte. Si on le met à plat, ça fait des taches noires. Oui, c'est ça, les champignons, ouais. Hein, donc il faut, une fois qu'il a du noir, après on ne peut plus le faire partir, hein, il est fichu. Ouais. Donc on le mettait comme ça. Ok. Alors, il était percé, il fallait le monter, il fallait le redescendre pour le transformer. Et le remonter. Après je le remontais et je le mettais en pile. Avec la force hydraulique. D'accord. Mais on s'en est jamais servi. Parce que c'est dangereux. Ah oui, ça fait peur un tout petit peu. C'est pas ça, mais s'il n'y a pas assez d'eau ou un afflux d'eau qui arrive, elles partent plus vite et on risque de se couper. Et puis là-bas, donc il y avait aussi le fer pour plier les éclisses. Les éclisses, les contre-éclisses. Oui. Ah, même avec les choses... Ah oui, ça. Ça me sert à plier les éclisses, à faire les C. D'accord. Mais pour le violon, il fallait des fois aussi les faire un petit peu, hein, parce que ça... Donc, et c'est super belle guitare. C'était bien mouillé et on le faisait. Et d'ailleurs, il y avait une autre pièce qu'on ajoutait pour le faire, que ça soit vraiment sans cassure, sans rien du tout. Moi, j'ai plié, là j'en ai plié des centaines et des centaines. Ouais. Et vous étiez combien à travailler ici? Oh c'est ici mon mari. D'accord, juste vous deux quoi. Oui, puis... Et avec votre fils après? Ah non, il venait donner un petit coup de main, on leur demandait pour venir débarrasser ou nous aider à monter le bois quand il fallait le mettre en haut pour le sécher ou nous aider à le descendre. Mais voilà, non. D'accord. Ah oui, parce que à la boulangerie, Caroline m'a dit que c'était son beau-père faisait des guitares, ça c'est votre mari. Oui. Et du coup son père aussi. Alors, son père, le père à mon mari, était luthier, mais lui, il fabriquait le violon. Ok, il faisait pas de guitare. Alors oui, c'est lui qui a lancé les guitares quand mon mari était D'accord. faire son service militaire. Ok. Du coup, elle a jamais joué cette guitare. Non. Et c'est 67, comme notre Caroline. Elle est excellente. Elle a 57 ans. Une des choses que je me suis toujours demandé, c'est à l'atelier, moi j'ai vu beaucoup de violons, genre des de l'armée j'ai l'impression qu'ils sont de 1895 à le début de la guerre. Oui. Et après, ils sont orange-brun, quoi. Et après la guerre, autour de 1920 jusqu'aux années 30, on voit que les meilleures qualités d'un violon similaire. Genre, il y en avait, et ils ont tendance à être rouge foncé un peu. Oui, ils avaient changé les teintes. Et moi, je me suis dit, ben, clairement, bon, on est après la guerre, il n'y a pas beaucoup de sous. On a fait tellement de violons de toutes les qualités, on veut que les meilleurs maintenant. Et après, moi, je commence à voir des violons trompettes et des horloges fait en érable blindé, des trucs, et je me dis, c'est l'économie qui rame un peu ici. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a fait le guitare. Oui, parce que le violon,
Parce que dans les années 1920, il y avait à peu près 1200 ouvriers en violon sur Mirecourt. Ouais. Mais ce sont des divisionnaires qu'on appelle ça. Il y en a un qui faisait une tâche, Ouais. l'autre une autre. Ouais. Donc, il ne faisait pas le violon en entier. Ouais. L'ouvrier luthier faisait son violon en entier. Alors, il y avait beaucoup de monde dans la lutherie, ils étaient luthiers, mais divisionnaires, parce qu'ils ne savaient pas monter un violon en entier. Admettons, il y en a un, il allait faire juste le tour, les éclisses, les contre-éclisses, les tasseaux. Ouais. Et après, c'en était un autre qui tablait, qui mettait le fond. Ouais. Et puis après, c'est un autre qui en manchait, qui faisait des têtes de manche. Ils étaient à la tâche, hein, ils étaient payés à la pièce. Ouais. Donc, plus ils en faisaient, mieux c'était pour eux, pour leur salaire. C'était comme ça dans le temps. Et puis, il y avait le maître luthier qui était là, qui leur expliquait. Puis, c'est agréable de travailler ici, on avait le bord de l'eau. Et les ouvriers étaient heureux. Il y avait combien d'ouvriers? Ici, il y avait 35 ouvriers. Ah oui, quand même. Oui, 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 parce que forcément, il y avait ceux qui étaient en bas, hein, toutes les tâches, il y en a un qui était là, l'autre là. Et après, mon beau-père, lui, il avait ses diplômes, il était maître luthier. Mais voyant que le violon cafouillait un peu, donc il s'est relancé sur les instruments qui se vendaient. Donc il a fabriqué des guitares. Et il en est parti des milliers, hein, des guitares. Ça, c'est clair. Avec ce genre d'appareil, Alors, moi je il vois... a fabriqué des guitares, mon mari. Ouais. Dans un mois, le plus gros mois qu'il a fait, c'était 172 guitares dans son mois terminé. C'est à jouer. C'est hallucinant. Alors, quand on entend un luthier qui a des mois pour faire un violon, Ouais. ben, c'est sûr qu'ils le vendent à des prix exorbitants, parce qu'il faut qu'ils payent leurs charges, et puis il faut qu'ils vivent à côté. Ouais. C'est pas possible, autrement. Oui, oui, oui. Donc, non, ils prennent leur temps maintenant. Tandis que nous, il fallait bosser. Quand JTL était ici, c'était le débit du bois, Oui, les touches, les cordiers. voilà, avec les accessoires. Ok. Ils faisaient les accessoires et ils avaient même une ligne électrique qui partait d'ici pour alimenter les ateliers à Mirecourt. D'accord. Il y avait une grosse machine à vapeur pour réguler quand il y avait trop d'eau ou pas assez d'eau pour pouvoir travailler. Ouais. Mais ils avaient une ligne électrique qui longeait le Madon, qui remontait jusqu'à la sortie de Mirecourt et qui revenait sur les ateliers de Mirecourt. D'accord. Ils étaient alimentés avec l'électricité du Madon. Oh là là, c'est quoi tout ça? Regarde tous les bazars qu'il y a là. C'est quoi ça? Eh ben, c'est ma presse. Pour presser... Eh ben, pour faire mes... Ça c'est pour écraser les éclisses, je pense. Alors oui, j'avais des gros blocs que j'enlevais, des gros blocs de bois, qui faisaient la largeur. J'en avais un en bas, l'autre au-dessus. Et là, je mettais un plastique, ils sont là, Ouais. tout du long. Je mettais mon plaquage, j'en remettais, j'en faisais une dizaine. Et après, je les installais et je serrais avec tout à la main. Ah oui, oui, vous lui pressez 10 à la fois, quoi. Ouais. Ça, c'est les éclisses. C'est pour les éclisses. Ah ben là, c'est des manches, mais il n'y a pas les talons. Hein. Comment ils étaient dégrossis, les côtés, là? Cette forme ronde. Ah, la toupie? Ah oui, d'accord. Regarde, tiens, il faisait des guitares folk, 12 cordes. Folk, Ouais. avec une armure dedans. D'accord. Tu vois, on le voit bien, là, regarde, par rapport à moi. Aïe, aïe, aïe. C'est Georges qui mesure avec, tu vois, la lame de la tronçonneuse, la hauteur de la grume, regarde. Ah oui, oui. Alors là, c'est lui aussi. Et ben voilà, avec son papa. Imagine-toi. Tellement. Notre fameuse cheminée. Voilà, il y avait l'armoire là. Il y avait l'armoire là. C'était pourquoi la cheminée? Pour la machine à vapeur. Il y avait. D'accord. Pourquoi on n'y avait pas d'eau, quoi? Oui, voilà. Alors ça, c'était ça, c'était l'armoire où il y avait des accessoires. Et du coup, ça, c'était... Vous faisiez aussi les cordiers? Alors, tout ça, ça a été fait ici, par chez Thibauville. Ok, du coup, ça, c'était avant.
Alors ça, vous voyez, il n'est même pas terminé celui-ci. Celui-ci, vous allez me dire ce que c'est qu'on voit. Ouais, c'est de l'ébène. Oui, parce que ils sont pas tous en ébène, hein. Bah, c'est de l'ébène, ça. Au poids, vous le sentez. Celle-là, il est un peu bleu. Non, pardon. Ouais. Parce que il faisait aussi ici, pareil, les cordiers. Ça, c'est pas de l'ébène. Mais non, Ça, c'est super léger, ouais. C'est du bois teinté. Ouais, ça, c'est pas, ouais. C'est du bois teinté, il teintait le bois. Et après, il mettait de l'huile dessus pour le rendre brillant. Là, il y a tous les gabarits. Là au-dessus, faire ce qui était accessoire. Ça, c'est nouveau pour moi. Tu vois, c'est un rabot. Ça tourne. Ça rabote, quoi. C'est vraiment, c'est pas un raboteuse, c'est un... Ah non, ça n'a C'est un machine rabot. C'est le rabot, là. Le vrai rabot. C'est pour recaler, quoi. On met un bout de bois en dessous et il faut raboter le bois debout. Là, en fait, il y a le calibre, là. Ouais, et on peut régler l'auteur. Oui, oui. Et peut-être l'angle aussi, peut-être. Oui, peut-être, je sais pas. Nous, on s'en est jamais servi, hein, parce que, voilà, mais c'est ça. Burtot Thibouville, luthier, 68 rue Réaumur à Paris. Et puis, il n'y avait plus qu'à marquer l'année, là. Et en fait, les violons étaient prends-le. Ah, super, merci. Les violons étaient fabriqués Je le mettrai ici. dans mon prochain violon. C'est très drôle. Ah, je vais faire ça. Et je vais le mettre, c'est le violon que je fabrique dans le caravane. Je vais le mettre dedans. Ah, c'est vrai. Tiens, regarde. Je ferai Tu vois, Barrel, d'après Stradivarius. Ils nous ont volé des étiquettes comme ça, là. Hein. Tu peux le prendre. Regarde ce que j'ai trouvé dans la boîte, là. C'est parfait. On va le coller dedans. Mais voilà, alors là j'avais un puits de lumière, j'ai bavé avec une gouttière et hop, ça m'a pourri tout. On est ici à la musée de la lutherie et archetterie française et j'ai vu plein de choses intéressantes, des violons des maîtres luthiers de Mirecourt. Par contre, la chose que je voulais vraiment voir, c'était quelque chose, un expo sur les violons moulés. Et malheureusement, il n'y en a pas. On a vu la presse de contrebasse je sais maintenant, c'est de La Berthe. Et dans le musée, il y a des instruments exposés pour les enfants pour qu'on voit la taille des instruments. Et le contrebasse exposé, c'est pas un La Berthe, c'est un Stentor, c'est un contrebasse chinois. Voilà. L'instrument le plus proche d'un violon moulé qu'on a trouvé à Mirecourt, c'est ça. Voilà. Un violon en chocolat, moulé, et c'est bon.